S'agissait-il vraiment d'un accident? Maquiller un crime en accident, c'est le b.a.-ba pour un service secret. Et pour qu'un conducteur de chasse-neige alcoolique traverse une piste d'envol au mauvais moment, il suffit d'une carotte financière et d'un énorme bâton. Des menaces de mort sur ses proches, par exemple. Des méthodes de gangsters ou de services secrets. Des lampistes ont fait 11 mois de prison puis ont été amnistiés dès leur condamnation. En l'absence de preuves, l'affaire s'arrête là. Même si le rapport de l'expert français de l'aviation civile dépêché sur place jette le doute sur la procédure russe en affirmant que le chasse-neige reculait quand il a heurté l'avion. Mais pourquoi supprimer Christophe de Margerie, le très puissant patron de Total, grand ami de Vladimir Poutine? Il venait d'annoncer à Moscou, la mort dans l'âme, qu'il abandonnait la construction d'un gigantesque site d'extraction gazier à cause des sanctions internationales. L'actionnaire principal de ce projet à 27 milliards n'est autre que le Genevois Gennady Timchenko, très proche de Vladimir Poutine. Son homme de paille selon certains analystes. Pour le Kremlin, l'annulation du projet signifiait un manque à gagner de plusieurs milliards. Suffisant pour tuer quelqu'un ? Dans un roman sur la mafia, oui. Si les sanctions rendent Poutine nerveux, c'est que l'argent est le nerf de la guerre. Sa fortune peut s'écrouler comme un château de cartes. Lors de la crise des subprimes en 2007, les bourses s'effondrent plus en Russie qu'ailleurs. La fortune des oligarques et de Poutine est en effet basée sur l'emprunt massif aux banques occidentales qui a financé l'achat et la modernisation de leurs usines. Leurs actions servent de garantie aux emprunts. Quand la bourse s'écroule et que le crédit s'assèche, les oligarques doivent céder des actions au plus bas pour payer leurs traites, comme les pauvres aux États-Unis ont dû vendre leur maison dont la valeur ne couvrait plus l'hypothèque. Oleg Deripaska lâche ainsi 20 milliards de dollars, 80% de sa fortune. Une quinzaine d'oligarques russes perdent ensemble plus de 110 milliards de dollars. Rappelons qu'une liasse de billets de 1000 francs valant 1 million de francs suisses mesure 14 cm et 1 milliard, toujours en billets de 1000, 140 mètres. Les 50 Arabes les plus riches ont la même année perdu 25 milliards seulement. Le prince Al-Walid, dont la fortune égalait celle de Deripaska, n'a perdu que 4 milliards, 5 fois moins. Les portefeuilles du Golfe sont en effet plus diversifiés et reposent moins sur l'emprunt. La fortune de Poutine étant liée à celle des oligarques, ce fut un affront, une douche froide. Le Kremlin utilise alors 80 milliards de fonds publics russes pour soutenir ses milliardaires et ses propres intérêts. C'est l'année où le colonel du KGB Poutine laisse l'apparence du pouvoir à Medvedev, bâtissant sa revanche dans l'ombre. Devenue priorité nationale, les espions du SVR et du GRU russe sont désormais 3 fois plus nombreux que les Français et même plus nombreux qu'à la CIA, bien que le PIB russe soit la moitié du français et à peine 8% de l'américain. La police secrète russe, le FSB, compte aujourd'hui 20 fois plus d'agents que les Français et 3 fois plus que le FBI. Par habitant, cela fait 10 fois plus de siloviki pour fliquer la population qu'en France, et 6 fois plus qu'aux États-Unis. Et en Russie, des armées de trolls de droit privé sont chargées par milliers de répandre les pires rumeurs en ridiculisant la démocratie sur nos réseaux sociaux. Sans compter les 400 000 hommes de la nouvelle police politique que Poutine a placés directement sous ses ordres. Mais si l'utilisation du cyberespace par la Russie est très innovante, son économie reste très conservatrice, basée sur l'énergie et les conglomérats métallurgistes, pour la possession desquels le Kremlin est prêt à se battre, en Transnistrie et au Donbass.
Selon l'un des principaux agents d'influence de Moscou, Emmanuel Todd, fils de compagnon de route du stalinisme, il n'y aurait point de salut hors des industries lourdes. Cette vision datée de la guerre froide a coûté très cher au nouveau tsar et à ses oligarques, en les rendant dépendants du capital occidental pour moderniser leurs infrastructures au lieu de bâtir une économie diversifiée. En leur interdisant de se refinancer sur le marché du crédit international, les sanctions ont failli les mettre à genoux. Elles les ont en fait jetés dans les bras chinois aux conditions draconiennes de ces derniers. Ce qui n'est une bonne nouvelle que pour la Chine. Une fois de plus, on le constate, la moindre action dans l'ombre entraîne des ricochets imprévisibles.